Alors bonjour, je vais faire cette présentation en français parce que je l'avais préparée en français. Donc les résultats que je vais vous présenter sont issus de ma thèse de doctorat. Et une des questions à laquelle je m'étais intéressée au cours de ma recherche, c'était de savoir dans quelle mesure des élèves pouvaient être motivés à apprendre l'algèbre élémentaire à travers un jeu sérieux. Et plus précisément, dans quelle mesure aussi des déterminants motivationnels présents en amont du jeu pouvaient être mis en relation avec l'engagement des joueurs apprenants et aussi en relation avec leur progression dans l'apprentissage. Alors on sait que les mathématiques, et notamment l'algèbre élémentaire, posent problème à un grand nombre d'adolescents. Les élèves en difficulté en mathématiques ont en général un faible sentiment de compétence. Ils ont souvent de la peine à s'engager dans des activités ou des tâches qui relèvent de cette discipline. Et c'est dans ce contexte-là que... non, il est en train de télécharger... On aurait dû le faire avant, les vidéos. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai eu l'envie, donc le projet de développer... Voilà, c'est là, un jeu sérieux, un environnement motivant, innovant dans un contexte scolaire, donc sous la forme d'un jeu qui s'intitule Algebra Mystery. Et dans ce jeu, le joueur est amené à mener une enquête au cours de laquelle il va devoir résoudre un certain nombre de problèmes et appliquer certains principes mathématiques. Alors tout d'abord, comment rendre un environnement d'apprentissage engageant et efficace du point de vue des apprentissages visés et quels sont les principes en fait, qui ont guidé la conception d'Algebra Mystery, donc ils sont trois ordres. Donc j'ai pris en compte d'abord des éléments classiques destinés à promouvoir l'engagement dans un serious games et qui sont issus notamment de la théorie du flow, dont on a déjà parlé hier, mais aussi également de la taxonomie des motivations intrinsèques de Malone et Lepers. Donc les caractéristiques qui m'ont intéressée, c'était d'avoir un niveau optimal de défi, un monde fictionnel, des buts clairement définis, etc. Et deuxièmement, j'ai privilégié une approche où l'apprentissage et le jeu ne sont pas dissociés. Autrement dit, les concepts mathématiques sont intégrés dans la mécanique de jeu. Et puis finalement, il existe aussi toute une littérature sur la conception d'environnements d'apprentissage qui intègrent différents registres de représentation sémiotique, comme c'est le cas dans la mise en équation d'un problème algébrique, puisqu'il s'agit de traduire du texte qui est en langage naturel en une équation qui relève du langage mathématique. Et là, j'en ai aussi tenu compte dans la conception d'Algebra Mystery. Alors, dans la première partie du jeu, le joueur, qui incarne un super enquêteur, doit entrer dans son labo, qui est hautement sécurisé. Pour ça, il doit déverrouiller 3 portes en résolvant un certain nombre d'équations qui deviennent de plus en plus complexes, mais il s'agit malgré tout toujours d'équations du premier degré à une inconnue, puisqu'on s'adresse à un public d'élèves qui s'initient à l'algèbre élémentaire. Et l'objectif, c'est que les élèves parviennent à résoudre ces équations en appliquant les règles d'équivalence, et ces règles, elles sont intégrées dans la mécanique du jeu. Donc par un système... c'est comme ça que j'arrive... Voilà, je crois qu'il est en train de télécharger la vidéo. Donc par un système de jeu d'équilibre... je ne crois pas qu'elle s'annonce. Wow. Mec... Donc c'est par un système de jeu d'équilibre et de déséquilibre entre les deux membres de l'équation on donne une représentation au joueur, une représentation visuelle des règles d'équivalence. Donc là, il y a déséquilibre, donc on voit il y a non-équivalence entre les deux membres d'équation. Et une fois que l'élève saisit la bonne donnée, donc les deux membres, l'équivalence est rétablie et les deux membres de l'équation sont à nouveau équilibrés. Alors, une fois que le joueur a franchi avec succès les 3 premières portes, donc il entre dans le laboratoire, et là, on est vraiment au cœur du jeu, dans la partie principale du jeu. Donc, les 3 premières portes, c'est plutôt une introduction pour aussi réviser certaines notions. Et puis là, je ne vais pas entrer en détail trop dans le scénario, mais le joueur
reçoit un mail de la police et qui lui demande d'identifier différents tableaux qui ont été volés à l'aide d'indices qui ont été retrouvés par la police, et notamment des bouts de ficelle qui vont lui permettre de calculer les dimensions des 3 tableaux volés. Là, ça se bloque de nouveau, parce qu'il est en train de charger les vidéos. Donc, je pense qu'on aurait dû le faire avant, je ne sais pas. Alors, 2 secondes. Donc, voilà. Donc là, on est dans la deuxième partie du jeu. Et donc, pour parvenir à calculer la dimension de chaque tableau, le joueur doit recourir à la mise en équation. Et pour cela, il a à sa disposition une simulation du paquet qui va devoir ficeler en partant des données du problème. Et cette simulation en 3D, elle offre une représentation concrète du problème. Donc, l'idée, c'est que cette représentation devrait faciliter le passage entre le texte et l'équation dans la mise en équation d'un problème algébrique. Donc là, on voit, il va devoir, donc le joueur ficelle le paquet et grâce à ce processus, il est amené à identifier les données connues et inconnues du problème. Donc pour les données connues, les ficelles sont de couleur orange et elles se découpent d'une certaine manière, alors que pour la pose des données inconnues, donc les ficelles sont en noir et là, le joueur doit suivre aussi un processus différemment pour poser ces ficelles-là. Donc une fois qu'il a ficelé plus ou moins le tableau ou en cours de processus, il peut saisir les données donc, dans la zone qui est dédiée à l'équation. Donc il va devoir exprimer ces différentes données dans l'équation. Donc comme j'ai dit au départ, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée notamment à la motivation des élèves avant le début de l'activité du jeu. Et donc en psychologie de l'éducation, la motivation à s'engager dans une tâche est perçue comme dépendant essentiellement des représentations mentales que l'apprenant s'est forgées dans une situation d'apprentissage. Donc ces représentations, elles sont le produit de facteurs internes à l'individu, mais aussi de facteurs externes. Et ces représentations, c'est finalement ce que l'apprenant... c'est les représentations que l'apprenant il a de lui-même, donc par exemple son sentiment de compétence en mathématiques, son sentiment aussi d'efficacité personnelle dans la résolution des équations. Ce sont aussi les représentations qu'un élève a d'une tâche spécifique ou d'une activité d'apprentissage, la valeur aussi qu'il attribue aux mathématiques, là en l'occurrence, l'intérêt qu'il a pour cette discipline. Donc tout ça, ce sont les différents facteurs de motivation que j'ai mesurés donc avant d'utiliser le jeu. Et donc, je me suis interrogée sur la relation qu'il pouvait y avoir entre ces différents facteurs de motivation et l'expérience du jeu telle qu'elle a été rapportée par les élèves suite à l'utilisation du jeu, et aussi la relation entre ces différents facteurs de motivation et finalement les résultats qu'ils ont eus lors des post-tests algébriques. Donc l'expérience que j'ai menée avec Algebra Mystery, elle s'est déroulée dans un établissement scolaire de Genève, du secondaire 1, avec 7 classes, des élèves âgés entre 13 et 15 ans, qui étaient de 10e et 11e année. Et l'expérimentation s'est déroulée sur 2 leçons de maths. Donc, lors d'une première leçon de mathématiques, les élèves ont répondu donc, ce fameux questionnaire sur la motivation. Et suite au questionnaire, ils ont dû passer un pré-test algébrique. Et lors d'une deuxième leçon de maths, les élèves ont joué pendant 1 heure à Algebra Mystery, puis ont répondu à un deuxième questionnaire sur leur expérience de jeu. Et finalement, l'expérience s'est terminée par un post-test algébrique. Donc, si j'en viens maintenant aux résultats, donc mon but, c'était d'essayer de dégager différents profils motivationnels d'élèves. Donc, pour cela, j'ai effectué 2 types d'analyses statistiques. D'abord, une analyse en composantes principales, qui a été suivie ensuite d'une classification ascendante hiérarchique, donc une méthode de clustering. Et ces analyses ont porté sur 3 ensembles de données, de variables, qui avaient été relevées par le questionnaire autonome administré, donc avant le début du jeu. Donc ces 3 dimensions, c'est l'attitude des apprenants à l'égard des mathématiques, leur sentiment d'efficacité personnelle en mathématiques et notamment dans la résolution de problèmes en algèbre, et puis leur intérêt aussi pour le jeu à venir. Et la classification ascendante hiérarchique a permis de mettre en évidence 4 profils de joueurs apprenants. Donc j'ai attribué un nom à chacun de ces profils
en fonction des moyennes obtenues au score factoriel. Donc on a le premier profil qui sont les joueurs non matheux, donc player with little interest in math, les mathématiciens curieux, inquisitive mathematician, les peu confiants, low confidence, et finalement les inintéressés. Et par exemple, les élèves que j'ai désignés sous l'étiquette des joueurs non matheux, donc c'est des élèves qui disent n'avoir pas beaucoup de plaisir en mathématiques, à faire des maths, qui n'aiment pas faire des exercices sur les équations, qui accordent peu de valeur peu de valeur aux mathématiques et qui disent aussi s'ennuyer pendant les cours. Et puis, ils ont un sentiment de compétence qui est moyen, je dirais. Mais par contre, ils disent être très contents et curieux de faire le jeu qui leur était proposé. Alors, quelle progression finalement ont connu ces différents profils d'élèves du point de vue de l'apprentissage? Donc on voit que finalement ce sont les peu confiants qui ont le plus progressé entre le pré-test et le post-test, alors que les joueurs non matheux, eux, ils ont vu leur score reculer entre le pré-test et le post-test, ainsi que les inintéressés, mais pour eux c'est moins étonnant. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement les joueurs non matheux sont eux qui se sont le plus ennuyés durant le jeu, alors que les peu confiants, eux, ce sont eux qui se sont le moins ennuyés et qui se sont sentis aussi le plus pris par le jeu. Donc, bon, on remarque aussi que les mathématiciens curieux, ils ont aussi progressé, mais moins que les peu confiants, parce que finalement, eux, ils partaient d'un niveau de connaissance au départ qui était plus élevé que les peu confiants. Donc, en conclusion, alors là j'en suis encore à la discussion, donc on voit que le jeu il a favorisé et maintenu l'engagement d'étudiants peu confiants en mathématiques, comme Laura, alors qu'on sait que c'est des élèves qui finalement ont souvent donc c'est les élèves qui ont un sentiment de compétence peu élevé qui ont le plus de peine à s'engager dans des activités en mathématiques. Donc de ce point de vue-là, le Algebra Mystery peut dire ce résultat est prometteur. Par contre, le jeu contenait sans doute trop de maths et pas assez de jeux pour des élèves comme Arthur. Et on voit que leur engagement et leur performance en ont pâti. Donc à l'évidence, les attentes au départ par rapport au jeu et à son contenu d'apprentissage différaient selon les apprenants, selon les différents profils. Et certains apprenants étaient plutôt orientés maths, contenu pédagogique, et d'autres plutôt orientés jeu. Donc ce qu'il faut peut-être retenir de cette présentation, c'est que dans un jeu sérieux, on est souvent en présence de différents profils motivationnels, des joueurs apprenants dont les attentes sont différentes, qui peuvent être orientés plutôt contenu pédagogique, didactique, et d'autres plutôt orientés jeu, et que ces profils peuvent être aussi reliés à différents niveaux d'engagement dans le jeu qui vont sans doute fluctuer en fonction de l'activité qui leur est proposée, puis en fonction finalement de la satisfaction ou non de leurs attentes. Et au niveau de la conception d'enjeu, donc il serait sans doute pertinent pour assurer l'engagement d'un maximum de joueurs de prévoir peut-être des parcours différenciés selon le profil. Donc on pourrait imaginer faire passer un questionnaire avant le jeu pour identifier les différents profils, ou bien de faire une activité en introduction au jeu qui permettrait aussi d'identifier ces différents profils. Et par exemple, pour des joueurs qui sont peu intéressés par le contenu pédagogique, on pourrait sans doute prévoir quelques intermèdes de pur jeu ou des mini-jeux comme ça a été présenté juste avant dans le cadre de la première présentation de cette session. Et pour les élèves peu inintéressés, peut-être qu'il faudrait, donc ils sont peu intéressés aussi bien par le contenu pédagogique que par les jeux, on pourrait peut-être imaginer d'autres formes de jeux ou de collaboration, par exemple, d'imaginer peut-être à travers un jeu multijoueur ou des formes de travail collaboratif, on arriverait peut-être à intéresser plus ce type d'élèves qui sont peut-être ces élèves qui s'ennuient en classe ou qui sont peu intéressés de manière générale, quelle que soit l'activité présentée et quelle que soit la discipline, en tout cas les mathématiques. Voilà. Je vous remercie. Has someone a question? Yes?
Hi, so first of all, thank you for the presentation. My question is the following. So the results you found, are they significant? And what are the effect sizes that you found in your thesis? So the results I just presented are all significative. All right, so I just presented the significant result. For example, for the feeling of boredom, you have a significant result, a difference between only the less confident and the player who are not interested in math, but not between the other profiles. And so the second question, what are the effect sizes? What do you mean by effect sizes? I don't of the know. game, yes, but... No, I mean, what analysis did you use? And for example, I don't know if you use partial eta square or... Because... Yes. You see what I mean? Effect size, yes. Okay, yes. When I said they are significant, then the effect size was quite high for the results I presented. Do you recall the numbers? No, but I have my thesis with me, the 300 pages, so we can check it and I can show you some of the results. Because this is really interesting since it is a research on that topic and it's quite rare. If the effect sizes are quite big, this would mean that we could transfer what you found in the motivational profiles to other games. And this is what interests me. That was the question. So thank you. You're welcome. Another question? Because I measure other dimensions of the flow. Boredom was coming from a scale that I use from a flow, a scale for measuring the flow. And for the other dimensions, there was no significant difference between the four profiles. So it was mainly for boredom and the feeling to be involved in the game, sentiment d'être pris dans le jeu. But for example, like the distraction, the feeling that the time, there was some kind of time distortion, there was no difference between the four profiles. I have a comment or a question. Perhaps you have an answer that will let me calm again. Why is it a male with a tie representing the main character? Is it possible in the game to have a girl? That's an occasion. I wanted it. It's an occasion to give. I think it's a good step for these stereotypes. I think with algebra. Because I work with a graphist, and he was an infographist, so he made us also the development and all the drawings, and I was suggesting it, but just a question of time and of money. That's the problem when you develop in like in this kind of context at the university. There were a lot of things that I would have to that I planned at the beginning to integrate, implement in the game, and it wasn't possible. Like I think, for example, for the players who were not interested in math, perhaps there were not enough gaming to some extent. It was more a simulation game, and I think that, and they had a lot of difficulties. So did you find a difference between gender? Maybe you won't be surprised to know that most of the less confident were girls. In these profiles, I had mainly almost only girls, and I think that really they enjoyed the game because they feel more secure, and they had always feedback about what they were doing, about their actions, and I think they gained confidence through the game, and that's why they progress so much. And I would say that I didn't really develop this question in my thesis, but in general, girls had better results, more progression in the game. I think some of the guys
would have liked more to explore the game, and they were a little bit frustrated because they had to do what I was waiting for, and sometimes I guess they would have enjoyed to do maybe other more kind of explorations. Thanks a lot. Please keep your questions for the very, very, very interesting roundtable we will have in 10 minutes. Thanks a lot, Denise, for this speech. Thank you very much. And I will try to summarize very quickly Ludovic's work, as he was my student last year. But I will be very short, 5 minutes, and then we have the roundtable. Do you know where the document is?